Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette édition d'information dans l'actualité ce soir. Le président du Conseil national de la transition dans la région de Bokeh, dans cette journée économique spéciale, Dr Dansa Kourouma rencontre les étudiants de l'Institut supérieur des mines et géologie. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des séries de conférences débats initiées par l'organe législatif de la transition. Et puis nous irons à Koba, préfecture de Bofa, où les populations interpellent l'État sur la dégradation des infrastructures qui servent à la bonne utilisation de la plaine agricole. L'espace se rétrécit sur une dizaine d'installations, dont seulement 2 sont aujourd'hui opérationnelles. Enfin, les activités de ciblage des ménages vulnérables se poursuivent également à Mamou. Cette opération lancée depuis belle lurette consiste à identifier et à enregistrer les ménages pour enfin doter la Guinée des registres sociaux unifiés. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Tout d'abord, le chef du gouvernement est arrivé hier, nuit à Kindia. Ce dimanche, il a rendu visite à la notabilité. Mais avant de quitter la ville, il a visité le chantier de construction du village artisanal. Hadi Kamara. Le Premier ministre sur le chantier de construction du village artisanal de l'Abbé. C'est ici au quartier Eligé, dans la commune urbaine. Le projet vise à réaliser 11 infrastructures de qualité permettant d'assurer le développement des activités artisanales dans la région. Le village artisanal, à la différence du centre, c'est que ça nous permettra d'avoir de la formation sur place, la production, l'exposition, la vente et la promotion. Ce village est très important parce que ça va concentrer différents corps de métiers dans le domaine artisanal et puis les artisans vont pouvoir produire sur place. Les travaux ont débuté le 5 mars dernier et se poursuivent à un rythme accéléré avec des ouvriers déterminés, les ingénieurs rompus à la tâche qui comptent finir et remettre les clés dans 10 mois. Le Premier ministre quitte le chantier satisfait de l'avancement des travaux. De l'Abbé Cap sur Dalaba. Ici, c'est le quartier Pelel Yero. Le Premier ministre est reçu au vestibule des sages de Dalaba. Elhadj Chérif Bari. Le premier imam a saisi l'opportunité pour rendre hommage au président de la République, colonel Mamadi Doumbouya, pour tout ce qu'il réalise en faveur de la population guinéenne. Et puis, il a formulé des doléances auprès du gouvernement pour la mise en place des infrastructures routières, sanitaires et scolaires modernes et l'appui aux producteurs locaux. Ce matin, nous voici à Kindia. La forte délégation conduite par le Premier ministre Mohamed Beyavogui est accueillie chez le premier imam Elhadj Mamadou Kamara Tafouri. Tour à tour, les sages ont réaffirmé leur engagement à soutenir les actions du CNRD. Le Premier ministre Mohamed Beyavogui assure que le CNRD entend offrir une base solide pour le développement et assurer les services de qualité aux populations guinéennes. Mais pour lui, chacun doit œuvrer et accompagner le colonel Mamadi Doumbouya et le gouvernement pour la réussite de cette transition. La rencontre est couronnée par d'utiles conseils et des bénédictions en faveur de la paix et du progrès dans le pays. Comme annoncé dans les titres, le président du Conseil national de transition dans la région de Bokeh, dans cette zone économique spéciale, Dr Dansa Kourouma rencontre les étudiants de l'Institut supérieur des mines et géologie. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des séries de conférences débats initiées par l'organe législatif de la transition sur les 100 jours du CNT et pour une transition inclusive. Reportage à Bokeh, Abdoulaye Ningelande Diallo. Ville cosmopolite et hospitalière, Bokeh accueille le président de l'institution législative de la transition. Il est porteur de messages de rassemblement, mais aussi de patriotisme. Face à ces futures élites de l'Institut supérieur des mines et géologie de Bokeh, les conseillers nationaux déballent les grandes orientations et les chantiers du Conseil national de la transition. Le CNT, dans sa première mission, nous devons travailler sur une constitution. C'est cette constitution qui est la base de la refondation de l'État. Mais, chers amis étudiants, pour que la transition qui est de 36 mois puisse permettre à ce pays de renouer avec les bonnes pratiques de bonne gouvernance et de démocratie, il va falloir beaucoup de sacrifices. Il va falloir du discernement et de la bonne lecture de la situation. Il va falloir nous parler, nous devons nous parler. Vous devez poser les bonnes questions pour que vous ayez les meilleures réponses. Nous ne devons pas souhaiter le malheur pour les dirigeants.
Le choix de l'université pour vulgariser le bilan et les perspectives du CNT est lié à des valeurs telles que l'universalité, la laïcité et la neutralité. Des fondements sur lesquels la Guinée doit désormais s'appuyer pour bâtir l'unité et la prospérité. Alors, le redressement du pays pendant cette transition, nous devons travailler ensemble pour que ça soit possible. Et sous le leadership du colonel Mamadi Doumbouya, parce qu'il n'est pas intéressé à une quelconque candidature aux prochaines élections. Chers amis étudiants, vous n'avez pas de raison à ne pas vous engager pour la réussite de cette transition. Parce que tout temps perdu est un retard à la fois pour les générations actuelles et futures. Utilisons rationnellement le temps de la transition pour redresser ce qui est tordu, pour rectifier ce qui a été biaisé et pour rassembler les Guinéens et repositionner notre pays sur l'arène nationale et internationale. Ce cadre d'échange coloré par des débats constructifs a permis aux participants d'évaluer les acquis des 100 premiers jours, mais aussi d'être informés sur ce que fera l'organe législatif les prochaines semaines. Tout ce qu'ils ont dit par rapport à la transition, c'est vraiment quelque chose que nous souhaitons que ça se réalise. C'est la toute première fois de voir ici un gouvernement venir vers les populations pour débattre ou pour discuter du devenir du pays. Les activités menées sont vraiment de taille et avec le courage, ils pourront tenir l'avenir de ce peuple. Auparavant, Dr Dansa Kourouma a eu droit à une visite des stands du laboratoire de l'Institut supérieur de mines et géologie de Boké. Tour à tour, les étudiants ont présenté les échantillons des différentes ressources minières du pays ainsi que le schéma de transformation du minerai en alumine. La mobilisation et la sécurisation des recettes fiscales, la problématique regroupe cadre du ministère de l'Éducation, des Finances et du plan de l'AB en séjour dans la région. Le ministre de l'Économie veut ainsi renforcer les capacités managériales des cadres locaux dans la gestion des recettes. Mamadi Gassama commente les images de Sarafdine Diallo. Dans la région administrative de l'AB également, le ministre de l'Économie, des Finances et du plan confère avec ces structures déconcentrées. En toile de fond, le rappel des objectifs, la mission et la feuille de route assignée à son département. Nous avons indiqué aux cadres qui travaillent ici pour le compte du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan des éléments, des repères leur permettant de comprendre ce qui est recherché dans le cadre de la refondation. Il s'agit d'avoir un comportement moral et éthique. Il s'agit d'être à l'écoute et au service des populations. Il s'agit d'avoir une force d'anticipation et il s'agit d'être une force de proposition. Plusieurs questions d'intérêt national ont été abordées. Il s'agit entre autres de la mobilisation et la sécurisation des ressources internes, la meilleure gestion assortie de redevabilité et d'efficacité. Ici, tous les trésoriers préfectoraux ont indiqué qu'ils n'ont pas de coffre-fort. Ça, c'est un peu surprenant. Également, il y a des questions de matériel informatique, de moyens de déplacement. Il y a aussi des problèmes de locaux. Donc, nous allons faire l'agrégation de toutes ces situations et nous allons les corriger au fur et à mesure en palliant au plus pressant. Nous venons de voir par rapport aux actions de l'autorité de la transition que la Guinée ne se limite pas à Conakry. En Guinée, il y a les 4 régions naturelles. C'est ce qu'on vient de nous montrer. Cette rencontre devrait donc permettre à ces cadres de se remettre en question, ceci en vue de répondre efficacement aux besoins urgents des citoyens. Et puis cette escale de la ministre de l'Information et de la Communication Hamamou en provenance de l'Abbé Rose pour la Prissimou a eu des échanges avec les journalistes des médias locaux, les difficultés et les réformes en cours pour améliorer l'exercice de cette profession ont été longuement abordées. RTG Mamou, Mamadou Patibaldi.
À la tête d'une délégation de son département, Madame la ministre de l'Information et de la Communication est accueillie tard la nuit de ce vendredi à la radio rurale de Moamou par les médias locaux. Rose Paula Prissemou veut toucher du doigt les réalités de fonctionnement de ces médias de proximité et s'enquérir des difficultés rencontrées sur le terrain dans l'exercice de leur mission. La station enregistre des difficultés dues à la faiblesse de la couverture radiophonique, à la vétusté des équipements, à l'insuffisance de formation professionnelle et aux moyens de déplacement. À Moamou, 6 radios privées et de nombreux sites d'information s'ajoutent aux médias d'État. Des organes de presse engagés à soutenir le gouvernement de la transition dans sa noble mission de refondation de notre État. Nous, journalistes de Moamou, sollicitons auprès de vous d'un accompagnement dans le cadre du renforcement de nos capacités, car un journaliste mal formé est un danger pour la nation. Ces objectifs étaient, entre autres, d'améliorer le cadre de vie des travailleurs de la presse, d'améliorer les infrastructures et l'environnement de travail. C'était aussi de renforcer les capacités, c'était aussi de renouer vraiment avec l'ensemble de la tradition journalistique, c'est de devoir accomplir raisonnablement leur action. Partout, la ministre de l'Information a promis de mettre tous les bouchées doubles pour la relance et le fonctionnement de ces appareils en souffrance depuis belle lurette. Depuis donc 3 semaines, les ministres sont à l'intérieur du pays. Celui du commerce et de l'industrie déplore l'état actuel des unités industrielles héritées de la Première République. Aujourd'hui, sur cette site, on ne parle plus d'usines, mais plutôt de friches industrielles. Le constat est amer, reste maintenant à répartir sur de nouvelles bases dans la gestion de ces sites. Abdul Karim Kamara, Mamadou Salou Bangoura. Des quartiers et des secteurs portent leur nom à jamais à travers la Guinée. Parmi ces noms, le quartier Briqueterie à Kankan, la conserverie à Mamou, le secteur Sieri à Zérékoré ou encore l'Antag à Conakry. Des fleurons industriels dans presque tous les domaines d'activité sous la Première République. À l'arrêt, depuis plus de 3 décennies, ces unités ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes. Aujourd'hui, une question revient dans les esprits. L'État s'est-il loupé en privatisant ces entreprises? Les unités industrielles du régime défunt de Sékou Touré ont été abandonnées du fait qu'il y a eu un changement de régime. De nos jours, l'État se trouve vraiment en position de faiblesse vis-à-vis de ces unités industrielles. On parle de récupération des domaines de l'État, c'est vrai, mais ces domaines, ça ne sert à rien de les récupérer si on ne les valorise pas. Sur les ruines de la compagnie africaine des parfums à l'abbé, André Mbayo Tolno est le dernier gardien du temple. Après 46 ans de bons et loyaux services rendus ici, il a du mal à se séparer de l'entreprise qu'il a vu grandir. Moi, je suis là par patriotisme. Dès qu'il y a eu la privatisation en 1987, moi j'avais 14 ans de service. À l'heure là, je n'ai ni pension ni salaire. Depuis plus de 5 ans, la plupart de ces usines sont revenues dans le portefeuille de l'État. Le constat révèle une politique de relance inadaptée de certaines d'entre elles. À maints endroits, les actifs sont vandalisés au vu de tout le monde, y compris l'envahissement des sites eux-mêmes par les populations riveraines. Je suis profondément déçu par ce que j'ai vu. Ce sont les biens de l'État et qui pourraient créer aujourd'hui énormément de richesses dans notre pays. C'est pour ça que le colonel a demandé cette immersion, déjà en répertoriant tous ces biens de l'État et en allant chercher d'autres partenaires pour réveiller, j'ai dit, ces industries. Je pense qu'il y a une lueur d'espoir qui se dessine à l'horizon. Et c'est ça, effectivement, la refondation de l'État. Sur la majeure partie de ces sites, l'on ne peut parler désormais que de friches industrielles. À ce jour, l'huilerie de Dabola est la seule unité dont les actions sont tenues par l'État. Direction Koba, préfecture de Bofa, où les populations interpellent l'État sur la dégradation des infrastructures qui servent à la bonne utilisation de la plaine agricole. L'espace se rétrécit sur une dizaine d'installations d'eau. Seulement 2 sont aujourd'hui opérationnelles. Si rien n'est fait, la pauvreté menace les agriculteurs de la localité. Thierno Ousmane Diallo, Amara Koba Souma, pour en savoir davantage. Connue pour sa belle végétation et l'ingéniosité de ses habitantes dans l'extraction de l'huile de palme, la sous-préfecture de Koba dans Bofa recèle un autre trésor qui part à l'abîme.
Son immense plaine de plus de 4000 hectares et qui faisait autrefois la fierté de la localité du fait de son aménagement n'est plus exploitée comme jadis. Les vannes qui servent à drainer l'eau douce vers la mer sont complètement bouchées par la boue, compromettant ainsi le bon développement des activités agricoles aux grandes dames des paysans et encadreurs. Ça ramène tout l'eau de la plaine là pour ici, mais c'est complètement bouché. Tout est ensablé. Il y a deux vases, c'est envasé quoi. Alors, la difficulté majeure pour les agriculteurs de Koba aujourd'hui, c'est le réaménagement de la plaine. Parce que quand on prend les 4800 hectares, ces 4800 hectares ont besoin d'une correction, une forte correction, c'est-à-dire un réaménagement. Cette immense plaine de Koba, aménagée il y a de cela 35 ans, a longtemps permis à la sous-préfecture de se tailler une place de choix dans le classement des grandes localités productrices de riz. Aujourd'hui, avec la dégradation poussée de ces vannes, la maîtrise de l'eau devient quasi impossible. C'est toute l'organisation du travail agricole qui se voit ainsi perturbée sur cette plaine à Koba. Qui dit agriculture, il faut la maîtrise de l'eau. Mais si l'eau colonise l'agriculteur, c'est que, quelle qu'en soit ta qualité ou ta compétence, le calendrier agricole ou quoi que ce soit, il y aura, le rendement sera affaissé. Maintenant, quand on a la maîtrise de l'eau, très sincèrement, Koba sera une zone par excellence pour la culture du riz. Autre grande source de préoccupation qui menace l'existence de l'immense plaine de Koba, c'est la montée du niveau de la mer. Aujourd'hui, vous trouverez que la plaine, quand même, est un peu plus profonde que le niveau de la mer. Bon. Conséquence du réchauffement climatique ou des remblais dans les villes environnantes, ici à Koba, la question est débattue sans cesse. Tous sont unanimes. Il faut des actions urgentes pour protéger cette immense plaine et la réaménager afin de véritablement relancer la riziculture à Koba. À présent, cette immersion dans la vie du président de l'association des personnes vulnérables de Kankan, loin d'être un aveugle de naissance, Amadou Mara a perdu la vue alors qu'il était actif. Ce paysan hors pair a cultivé 2 hectares l'année dernière. Pour la campagne agricole 2022, il bénéficie d'un temps agricole du projet agriculture familiale. La résilience et marché un appui pour booster la productivité et aider ces personnes vulnérables à sortir de la mendicité. C'est le reportage grand format de cette édition. Il est signé Fodé Camara. Dans la commune rurale de Moribaya, des domaines cultivables à perte de vue. Dans les années 70, avec le coup de pouce des fermes agro-pastorales d'arrondissement, ce terroir était un grand grenier de la savane. Aujourd'hui, Amadou Mara, le président de l'association des personnes vulnérables de la région de Kankan, veut réécrire cette histoire pour aider les 1124 membres de sa structure à sortir de la mendicité et à braver leur handicap physique. Véritable coup du sort. Moi, avant, j'étais chauffeur. Je travaillais même dans l'administration. Au grand projet, je travaillais là-bas comme chauffeur. Là, on propose des dispositions. C'est des Dieu a pris. Donc, j'ai pleuré, ni moins. Ma première femme m'a abandonné, partie avec mes enfants. Ma maman vivait. Dès que ma maman m'a vu, j'ai en train de braquer mes bras. Lui, dès qu'il s'assit, il est devenu maintenant un handicap jusqu'à sa mort. Il n'a pas s'arrêté. Parce que je suis le seul garçon de ma maman. Cette année, les intentions de ce paysan atypique sont revues à la hausse grâce à l'appui du projet pour l'agriculture familiale, résilience et marché. Pour accompagner ce désir de se retourner à la terre, les 1124 membres de l'association des handicapés de la Haute-Guinée bénéficient des herbicides, de l'urée et de 50 sacs d'engrais de 50 kg et des semences de riz CK21 sémées dans cette plaine de Bafélé. Nous, on a été informés par la représentante du FIDA en Guinée pour dire qu'il y a une association à Kankan qui a travaillé, des aveugles qui a travaillé. Nous sommes partis à leur recherche, on les a vus, on les a entendus, ils nous ont expliqué, ils disent oui, on a travaillé, mais ce qu'on a eu là, on est 1000 et quelques, la semence ne peut pas nous suffire. On a pris l'option donc de les accompagner pour faire un semencier ici avec eux.
Les semences qu'on a envoyées, ils vont être accompagnés pour que vraiment ils produisent de la semence acceptable qu'ils vont distribuer à leurs membres. Parce que c'est rare de trouver les mendiants qui viennent travailler le riz, qui viennent travailler dans le champ. Et ils l'ont décidé. Et comme ça fait partie de du DPC du projet, accompagner les personnes vivant avec handicap, nous c'était une joie pour nous, pour les retrouver. Et comme le ministre aussi a donné l'instruction de les accompagner, donc voilà aujourd'hui pourquoi on est là, pour les donner des semences, des intrants nécessaires, pour que vraiment ce champ réussisse. Cet appui est l'un des volets du plan de riposte Covid-19 pour aider le monde rural à se relever. Après les intrants pour la riziculture, ce programme prévoit de l'assistance pour améliorer la mobilité de ces personnes vulnérables et promouvoir l'autonomisation féminine. Donc on va continuer à les accompagner. Même, vous avez vu, hein, il est difficile qu'ils viennent. On leur donnera aussi un tricycle sur l'ordre du ministre de l'Agriculture. Mais ce qui est important, c'est que s'il y a des femmes là-dedans aussi qui doivent faire le maraîchage, on va discuter avec eux ce soir. S'il y a des femmes aussi qui doivent faire le maraîchage, on va les accompagner. On a des intrants aussi pour le maraîchage. On est en mission à Moyenne-Guinée. Je ferai tout pour rencontrer cette association aussi. Mais eux, parce qu'eux, ils sont descendus sur le terrain. Il est plus facile d'accompagner celui qui travaille que d'envoyer quelqu'un à travailler. Donc c'est l'initiative là, parce que je suis content de l'étude. Si tu vois qu'aujourd'hui là, j'ai en train de me débrouiller de parler en français, parce que mon papa m'a mis à l'école. Donc aujourd'hui, ma soie est quoi? De demander, l'aide qu'on a aujourd'hui là, de demander à tous les bons gens qui vont nous aider, de nous trouver une tracteur. Le tracteur qui est dans notre salle là, on a payé 400 000 francs par hectare. C'est ça qui a labouré le champ. Au-delà de ce plan de riposte Covid-19, l'objectif global du projet agriculture familiale, résilience et marché est d'accompagner 2000 micro-entreprises rurales de jeunes et de femmes, dont 700 dans la transformation des produits agricoles. Un segment où les femmes sont très actives. Et encore, les activités de ciblage de ménages vulnérables se poursuivent également à Mamou. Cette opération lancée depuis belle lurette consiste à identifier et à illustrer les ménages pour enfin doter la Guinée des registres sociaux unifiés. La clôture des travaux a été présidée par la ministre de l'Action sociale, Mamadou Pati Baldé. Mamou Ville Carrefour a accueilli le lancement des activités de ciblage des ménages pauvres et indigents de la région. L'objectif est de doter notre pays des registres sociaux unifiés pouvant répondre aux besoins des acteurs sociaux en matière de protection sociale. Pour être situé clairement, en Guinée, nous avons combien de pauvres, comment il faut les prendre en charge. Quand vous prenez par exemple spécifiquement la région administrative de Mamou, il y a 590 000 et quelques personnes qui seront ciblées dans la base de données et il y a plus de 84 000 ménages qui sont également à cibler pour être enregistrés dans la base de données du RSU. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités, le FDC entame la phase de la sensibilisation à l'endroit des acteurs politico-administratifs de la région sur l'impact du processus de ciblage afin de faciliter leur adhésion aux objectifs du fonds. La mise en œuvre de ce projet très sensible ne sera possible que grâce à l'implication effective des communautés, ici représentées par les préfets, les sous-préfets et les maires. J'en appelle alors à votre sens de responsabilité et votre dévouement dans le processus de ciblage qui vient d'être lancé aujourd'hui. Pour vous exhorter à adhérer à ce programme, à continuer à soutenir ce programme, mais également à le faire pour vos populations. Pour que lorsque les appuis vont commencer, qu'on ne dise pas on a oublié Mamou, on a oublié les enfants de Mamou, on a oublié les femmes de Mamou ou qu'on a oublié les indigents de Mamou. Pour la réussite des opérations, plusieurs agents enquêteurs seront déployés dans toutes les collectivités auprès des ménages pauvres afin d'être ciblés et enregistrés dans le registre social unifié. Une belle action du gouvernement guinéen.
En déplacement, le ministre des Mines et de la Géologie sur le site qui abritait jadis le gisement de calcaire découvert dans les années 60 par les coopérants russes à Lebekere, préfecture de Mamou. Le site est aujourd'hui abandonné. Pour le ministre Magasuba, rien n'est encore trop tard. Cette réserve de calcaire pourrait être économiquement rentable pour la Guinée. Fatoumata Kourouma, Lansana Bissiri Bangoura. À quelques 35 km de la frontière guinéo-sénégalaise, voici la commune rurale de Lebekere, située entre la chaîne de montagnes de Louba, dans la préfecture de Mali. Ici, l'accès est quasi impossible. Malgré cet état, le ministre minier Moussa Magasuba brave toutes les difficultés pour voir de près le gisement de calcaire découvert depuis les années 60, suite à une étude menée par une équipe de géologues russes. Malgré l'état de la route, j'ai tenu à être là parce que ce gisement-là est historique. Depuis que nous on était en première année de l'université à Géomine de Bokeh, on entendait Lebekere, le gisement de calcaire de Lebekere. Alors nous voilà. Alors dans ça, vous pouvez avoir la chaux, vous pouvez aussi faire le ciment. Donc c'est ces deux éléments qui sont vraiment fondamentaux pour la République de Guinée. Nous sommes en phase de, conformément à la politique générale de son Excellence le Président de la République, à transformer les matières premières sur place, donc la bauxite en alumine. Et pour le traitement de l'alumine, il faut de la chaux. Et voilà ici la base de cette chaux. Le 7 juin 1970, l'ancien Premier ministre Lansana Béavogui procédait à la pose de la première pierre du projet de calcaire. Ce gisement devra, si les études sont prouvées par les nouvelles technologies, conforter la Guinée dans sa vision de diversification de l'exploitation minière et dans sa volonté de transformer sur place les minerais extraits du sous-sol guinéen. La technologie a évolué là, il y a des laboratoires qui ont des technologies beaucoup plus différentes. Donc bien naturellement, si un opérateur est intéressé, et c'est le lieu pour moi de lancer un appel à tous les opérateurs miniers qui sont intéressés dans ce genre de business, de venir nous retrouver pour qu'ensemble on peut venir reprendre les études pour certifier la qualité de ce gisement-là. Au terme de sa visite à Lebekere, des échanges entre les communautés et le ministre des Mines se sont accentués autour des sujets comme le désenclavement de la sous-préfecture et la viabilisation du projet de calcaire pour amorcer le développement dans cette localité de la Guinée. Bonne nouvelle pour les Guinéens de Benelux. La ligne directe qui assure leur séjour au Bercail est désormais rétablie. Le premier vol de Bruxelles Airlines vient même d'atterrir sur le tarmac de l'aéroport Ahmed Sékou Touré de Conakry. Et la nouvelle base vie de cette compagnie ouvre ses portes du côté de Kaloum. Diamokaba. C'est un projet offensif destiné à réécrire les belles histoires de la compagnie belge en Guinée. En redéployant ses ailes vers Conakry, Bruxelles Airlines renforce son engagement en faveur de l'État guinéen. Le nouveau siège de la compagnie est installé au quartier Mankepa, dans la presqu'île de Kaloum. Au cœur de son plan de reconquête, offrir le confort à ses clients et faire voler l'élégance toujours plus haut. C'était dû à des raisons économiques et suivi de Covid. Tous les avions, comme vous le savez, étaient au sol. Donc, pour un moment, on était obligé de suspendre nos vols. C'est même pas fermé, mais de suspendre, que les affaires reprennent. Et maintenant, je pense qu'on a vite fait de revenir. On va ouvrir en 3 vols par semaine, alors le mardi, le jeudi et le samedi, toujours à l'aller et le retour via Dakar, comme dans le passé. Et puis pour la saison d'hiver, peut-être il y aura déjà un petit peu plus, ça dépend du développement bien sûr, mais peut-être déjà plus de vols ou des vols différents comme on a fait avant, Bruxelles, Banjul, Conakry et puis retour à Bruxelles. Cette volonté se concrétise déjà par l'arrivée de ce premier vol après 2 ans d'interruption. La liaison Bruxelles-Conakry est désormais réactivée. Le bien-être est à bord de ce Boeing qui vient ainsi relancer des échanges entre ces deux pays qui partagent les valeurs universelles de coopération gagnant-gagnant. On a fait 6 heures exactement, 6 heures de vol de Bruxelles en passant par Dakar jusqu'ici. Donc sans encombre et le personnel était aux soins, donc tout s'est bien passé, franchement il n'y a rien à dire. On a l'habitude de partir en France, donc venir par là. Maintenant là on a pris ça à Bruxelles, franchement c'était bien. Le redémarrage de la ligne directe Conakry-Bruxelles
adopte un nouveau plan de transformation, celui de restructurer la flotte de la compagnie pour améliorer la compétitivité. Ouvrir une ligne, ça coûte beaucoup d'argent. Et je sais qu'il y a beaucoup de planification. Et le choix de la Guinée, voilà, c'est un choix qui s'est fait parmi tant d'autres. Donc on ne peut que s'en enorgueillir de ce choix et leur souhaiter la bienvenue en Guinée. Il sera beaucoup plus facile pour les Européens et les Guinéens de voyager à partir de Conakry vers Bruxelles, qui est aussi le cœur de l'Europe et où ils sont aussi les institutions européennes. Donc ça va certainement faciliter les échanges entre d'abord nos deux pays, mais aussi parmi les communautés plus larges. Un engagement qui incarne l'ambition de cette compagnie historique qui se repositionne davantage sur les segments du marché guinéen et burkinabé. Développement local, le district de Balato, préfecture de Sigiri, change de visage. Des infrastructures sociales de base sont réalisées sur fonds propres du district. Vous allez le voir, de belles perspectives avec la réalisation prochaine d'une école professionnelle pour sédentariser davantage les jeunes et lutter contre l'exode rural. Aboubakar, Junior Kamara, Yaya Zatonik Tunkara, envoyé spéciaux. Balato est l'un des districts de la commune rurale de Quintignan, située à 22 km de la commune urbaine de Sigiri. Ici, le développement est visible à travers des infrastructures sociales de base. Un poste de santé, un bloc administratif, un collège, des écoles primaires, une résidence pour le sous-préfet, une mairie en chantier. Voici entre autres édifices réalisés sur fonds propres du district de Balato. Nous avons également réalisé un logement social comprenant de 6 bâtiments, dont 12 chambres. On tend maintenant à l'extension, à la reprofilation, au lotissement, aux agrandissements des voiries. Avec une population estimée à 28 000 habitants, Balato veut se doter d'une école professionnelle pour favoriser la main-d'œuvre locale, histoire de limiter l'exode rural, mais aussi lutter efficacement contre l'immigration clandestine des jeunes. Aujourd'hui, la population s'accroît, les objectifs et les ambitions se multiplient. Conformément au plan de développement local, le district de Balato compte engager des opérations d'aménagement afin de bénéficier d'une urbanisation civilisée. Non loin d'Alouassoulou, des travaux de reprofilage et d'ouverture des routes sont lancés. L'initiative est de la mairie de Mandiana. Près de 40 km de routes seront réalisés dans ce programme. RTG Kankan et l'âge Foudé Bangali Fofana. Ici, à Mandiana, la mairie est à pied d'œuvre pour rendre cette ville une ville accessible. Dans la voirie urbaine, depuis quelques jours, des machines Caterpillar et autres gradaires sont en action. Il y a quelques années, cette voirie urbaine de Mandiana se trouve dans un état de dégradation très poussé causé par des eaux de ruissellement, rendant une grande partie de cette ville inaccessible. Une situation devenue très préoccupante pour la mairie. À la demande de mes citoyens qui ont fait de cette question de route une priorité depuis notre session de l'année passée, nous sommes mis sur pied à la recherche de bons partenaires pouvant nous accompagner dans ce sens. Aujourd'hui, les partenaires qui nous ont répondu favorablement, nous avons noué certains contrats entre nous pouvant nous permettre aujourd'hui non seulement de reprofiler, ensuite d'ouvrir près de 40 km dans le centre urbain pour faciliter la circulation de nos citoyens et de leurs biens. En 1995, après le départ des engins des travaux publics de Mandiana, les eaux de ruissellement ont pris place dans la chaussée, rendant impraticable cette voirie urbaine. C'est en 2014 que Mandiana a bénéficié de 5 km de bitume. Grâce à l'initiative salvatrice de la mairie, une grande partie de la voirie urbaine de Mandiana sera touchée par ces travaux d'ouverture et de reprofilage avec pour objectif faciliter la circulation des citoyens et de leurs biens ici à Mandiana. Espace Santé, la clinique internationale de Conakry dans une nouvelle dynamique. Cette structure sanitaire située dans le quartier Kamayan vient de mettre en place un service de réanimation pour éviter les évacuations parfois très coûteuses. Mais comment va fonctionner ce service et quels sont les dangers liés à l'évacuation des patients dans un coma profond? Des éléments de réponse avec Daouda Tabansila.
La clinique internationale Conakry multiplie ses services. La structure sanitaire vient de mettre en place un service de réanimation qui peut désormais prendre en charge des patients se trouvant dans un profond coma, souffrant parfois d'insuffisance rénale et de détresse respiratoire. La prise en charge des patients qui nécessitent une prise en charge de réanimation intensive ne doivent pas être transportés à l'étranger. Pourquoi? Parce que le transport est un facteur d'aggravation de leur état. Le fait de les mobiliser, le fait de les mettre dans un avion qui va prendre une certaine altitude avec une hypoxémie relative peut aggraver, voire être mortel pour ces situations de patients en grande détresse, en collapsus cardiovasculaire sévère. Donc la meilleure chose qu'on puisse leur faire, le meilleur pronostic réside à les prendre en charge sur place. Le service de réanimation de la clinique internationale Conakry dispose d'une unité prête à accueillir les patients en situation de détresse. La clinique internationale possède tous les équipements que possède un centre à l'étranger. Donc c'est les mêmes machines, c'est les mêmes appareils. Donc ils sont disponibles et les équipes soignantes sont formées et travaillent de manière routinière avec ce genre d'appareillage. Ce patient filmé sous l'anonymat est admis dans ce service depuis des jours dans un coma profond. Ces urgentistes et réanimateurs bataillent tous les jours pour lui sauver la vie. C'est un patient de 45 ans qui est diabétique depuis 10 ans et mal suivi, hypertendu depuis 1 an et qui a aussi une insuffisance rénale au stade chronique terminal qui a été découvert en avril 2022 et qu'on a reçu dans un tableau de coma profond et d'une détresse respiratoire et un collapsus cardiovasculaire. Le patient est pris en charge ici avec une assistance respiratoire mais également une dialyse quotidienne. Pour le moment, il est avec nous. Tout a été fait pour une bonne prise en charge de ce patient jusqu'à ce jour. En plus de ce service de réanimation médico-chirurgicale, la clinique internationale Conakry dispose de plusieurs gammes de services qu'elle propose aux patients, à savoir la chirurgie orthopédique et traumatologique, la chirurgie cardiovasculaire, la cardiologie, la chirurgie esthétique, reconstructrice et plastique. Tenu à Bendou, préfecture de Farana, de la déclaration publique des pratiques néfastes comme l'excision. C'est une action de United Purpose et l'ambassade de la Grande-Bretagne en Guinée avec ses causeries éducatives. Plus de 40 filles ont été épargnées de mutilations génitales féminines. Silati Kourouma, Moussa Bangoura. La lutte contre les mutilations génitales féminines et l'excision se poursuit à l'intérieur du pays. Ici à Bendou, dans la préfecture de Farana, des activités de sensibilisation ont été organisées pour mettre fin à ces pratiques néfastes dans les communautés. Avec l'accompagnement de United Purpose et l'ambassade de la Grande-Bretagne en Guinée, les femmes de cette localité s'engagent désormais à abandonner l'excision. Ici, il n'y aura plus d'excision dans nos communautés. Désormais, on a mis fin à cette pratique. Nous allons nous occuper de nos souffrances, de nos foyers conjugaux. Interdire cette pratique dans ma collectivité, je ne pourrais que me réjouir. Surtout l'engagement des femmes et aussi les mesures d'accompagnement que Unité de Purpose a proposées aux femmes de Bendou. Les autorités locales et les femmes de Bendou se sont mobilisées pour donner un caractère particulier à cette rencontre. Cette mobilisation n'a pas été facile. Il a fallu des causeries éducatives organisées dans les villages et districts pendant 6 mois pour enfin trouver un consensus. Grâce à nos actions, grâce au soutien de l'ambassade du Royaume-Uni, nous avons pu sauver plus de 40 jeunes filles de l'excision. Et pour nous, c'est une grande victoire. Nous demandons auprès de cette institution d'étendre, d'élargir cette activité sur le reste de Bendou. Ça va nous permettre d'amorcer le changement dans ce domaine de mutilation génitale féminine. Cette série de sensibilisation a permis à la population locale de s'enquérir de nouvelles connaissances liées aux pratiques néfastes comme l'excision, les mutilations génitales féminines et le respect des droits de la jeune fille.
Pour boucler cette édition, nous vous invitons à un voyage sur les contreforts du Fouta Djallon. Notre reportage découverte nous amène ce soir à Salah avec sa célèbre chute. Nous sommes dans la commune rurale de Diari, préfecture de l'Abbé. Au compte de l'immersion gouvernementale dans le Fouta Djallon, le ministre du Tourisme s'est rendu sur le site qui abrite cette merveille. Des mesures sont annoncées par le ministre Alpha Souma pour protéger la source de ce patrimoine touristique. Les images de Sarafdine Diallo sont commentées par Diamokaba. Au Fouta, la commune rurale de Diari abrite la merveilleuse chute de Salah, l'un des principaux atouts de cette localité. L'immersion gouvernementale a conduit ses ministres sur ce site pour toucher du doigt les difficultés auxquelles ce patrimoine est confronté. Une synergie d'action est mise en place pour améliorer l'accueil et l'offre touristique. Nous sommes venus visiter aujourd'hui les chutes de Salah dans la sous-préfecture de Diari. Nous avons constaté un certain nombre de problèmes, notamment l'abandon du campement où doivent résider les touristes quand ils sont de passage ici. Vous voyez derrière moi une image vraiment idyllique d'un endroit touristique rêvé, beaucoup de potentialités, d'énormes potentialités touristiques, mais l'accueil n'est pas là. Donc nous avons relevé un certain nombre de problèmes que nous allons soumettre à notre arrivée à Conakry au cabinet pour voir comment est-ce qu'on peut relancer dans de plus brefs délais ce bijou. Comme le tourisme, la culture, l'artisanat et l'hôtellerie tendent aussi vers un nouveau rayonnement. Le département de tutelle redonne l'espoir aux acteurs de ce secteur porteur de croissance. Cet entretien avec les cadres déconcentrés est ambitieux. Les échanges ont permis de définir les nouvelles orientations afin d'intégrer les différentes remarques dans la feuille de route du gouvernement. Mohamed Beavougui. L'arrivée du ministre m'a permis de connaître réellement le fond de la gestion de ce site qui est à la merci de la nature ou qui est géré par la collectivité. Avec lui, on aura des documents juridiques légaux pour pouvoir gérer ce site-là qui est à la merci des différentes personnes ici. Il y a des zones de litige que nous sommes en train de relever au fur et à mesure et surtout ne pas se lancer dans l'aventure touristique en croyant que parce que la nature existe, ça appartient à tout le monde. Il y a des normes, il y a des lois qu'il faut respecter. Donc nous appelons tous les professionnels du domaine qui ont la gestion de ces domaines touristiques, de ces sites touristiques, de venir nous voir pour qu'ensemble nous voyons comment évoluer. Les mesures d'aide annoncées se veulent comme un accélérateur du développement économique de la région. Une politique pour faire de la République de Guinée une destination touristique de premier plan. C'était tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. À bientôt, Inch'Allah.